Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette 5e vidéo de la Colline des Muses. Aujourd'hui, je vais vous parler du patrimoine en danger en France en 2022. Vous l'avez vu dans la dernière conférence, la notion de patrimoine est complexe et polysémique. En France, elle est profondément liée à notre héritage helléno-chrétien, mais ici, je vais surtout vous parler de patrimoine architectural, muséal et archivistique, sans trop rentrer dans un travail de définition qui a déjà été fait. Pourquoi ces trois domaines? Tout d'abord parce que l'état général est plutôt mauvais et devrait malheureusement empirer dans les années à venir. En effet, l'État se désengage de plus en plus de son rôle de grand régisseur qu'il s'est lui-même octroyé, notamment par la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, qui a notamment abouti à la confiscation des biens de l'Église. Donc comment l'État se désengage-t-il? Eh bien, en se déchargeant sur les collectivités territoriales, qui sont souvent très démunies. Pensez à ces petites communes qui se retrouvent à devoir assurer l'entretien de plusieurs églises. C'est une charge énorme. Et également, l'État met en avant, avec un certain cynisme à mon avis, des initiatives privées ou qui sont à cheval sur le public et le privé. Donc ce désintérêt, on le voit par exemple dans la valse permanente des ministres de la Culture, qui ne sont pas toujours compétents, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart d'entre eux considèrent que ce poste est un tremplin en attendant un portefeuille mieux fourni, car les ressources attribuées au patrimoine et à la culture sont maigres, exception faite de la télévision et du cinéma. En outre, le budget alloué à l'entretien du patrimoine n'augmente que très légèrement chaque année. Les crédits débloqués par l'État ne permettent pas, en outre, de maintenir le parc immobilier classé dans son état actuel. Là, il n'est même pas question de faire un véritable entretien, il n'est pas non plus question d'atteindre un meilleur état pour un bâtiment. Là, on parle vraiment de le maintenir en l'état. Et bien ça n'est pas possible. Dans les faits, le patrimoine se dégrade donc un peu plus chaque année. Par ailleurs, le contexte économique du pays, marqué par une forte récession et une inflation galopante, pourrait provoquer une baisse générale des moyens, car en période de trouble, le budget du patrimoine est le premier à sauter, évidemment. Cela explique en partie le délabrement actuel du patrimoine, ainsi que le désintérêt généralisé, mais pas généralisable, des hommes politiques, alors même que nous avons une multitude de services, de fonctionnaires dévoués et compétents, ainsi qu'un puissant arsenal législatif. En fait, le code du patrimoine est plutôt bien fait. Le problème, c'est que, comme en matière de justice, il n'est que très rarement appliqué. Ainsi, vous l'avez compris, le problème, c'est moins la loi que son application hasardeuse. Le problème, c'est moins, en fait, l'absence totale de moyens qu'un manque structurel de moyens et le désintérêt de plus en plus important pour le patrimoine, en dépit, il faut le reconnaître, du succès relatif d'initiatives louables, comme le loto de la mission patrimoine dirigée par Stéphane Bern et déployé par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de la Française des Jeux. Évidemment, le patrimoine en France est tellement gigantesque qu'il représente, par bien des aspects, un ensemble impossible à quantifier. Tout Français qui s'intéresse à son pays et à son histoire a en effet une conscience plus ou moins nette de ce que représente le patrimoine du pays. Par sa qualité et par sa quantité, il n'y a guère que l'Italie qui puisse se comparer au patrimoine français. Cocorico. Pourtant, il est bien difficile d'avoir une idée précise de ce qu'il représente. Et si l'ensemble, comme je viens de vous le dire, est par définition impossible à quantifier, il existe cependant des sources fiables qui permettent de mieux le cerner. Ce que je cherche à présent, c'est à vous donner une sorte de vertige, en vous proposant une brève énumération centrée sur certains pôles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les chiffres qui sont donnés par des bases très officielles, spécialisées, qui permettent, si vous voulez, d'avoir une idée partielle de ce que représente le patrimoine français. Je commence avec la base Mérimée, qui a été créée en 1978, mise en ligne en 1995 et qui est consacrée au patrimoine monumental. Donc aujourd'hui, vous savez peut-être que la base Mérimée a été, pour ainsi dire, absorbée par la nouvelle super base
du gouvernement, la BASPOP, la plateforme ouverte du patrimoine. C'est sûr qu'un acronyme aussi laid est beaucoup moins parlant que la base Mérimée, mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Et donc, on peut voir sur la BASPOP les notices qui sont produites par la base Mérimée. On y trouve, les informations que je donne sont à jour d'octobre 2022, on y trouve 46 000 notices, 46 065 précisément, de monuments historiques inscrits ou classés, et 320 000 notices en tout, puisqu'en fait, sur la base Mérimée, vous n'avez pas que les bâtiments protégés au titre des monuments historiques, vous avez également d'autres types de bâtiments, mais je ne vais pas rentrer trop avant dans ce sujet. Si on s'intéresse à la région qui n'existe pas, qui est la mienne, donc la région Pays de la Loire, elle est assez faiblement dotée, 2152 notices Mérimée, 366 pour la Loire-Atlantique, 722 pour le Maine-et-Loire, bravo, 380 pour la Vendée, 263 pour la Mayenne et 428 dans la Sarthe. Alors ces chiffres sont bas, hein, évidemment, parce que si vous prenez le cas de la Sarthe, vous savez qu'il y a environ 800 manoirs dans la Sarthe. Rien que les manoirs, je ne vous parle pas des châteaux, des églises, des abbayes, des anciennes usines, bref, de ce que vous voulez. Donc 428, c'est vraiment absolument tout. On peut également s'intéresser à la base Palissy, qui est un peu plus tardive, créée en 89, mise en ligne depuis 2002. Elle rassemble des informations relatives au patrimoine mobilier français, de la préhistoire jusqu'à nos jours, hors des collections des musées de France. Donc Palissy compte 537 000 notices, mais il y a des doublons, car la base rassemble 3 domaines et parfois une œuvre est présente dans 2 domaines. Il y aurait environ 285 000 notices individuelles qui sont protégées au titre des monuments historiques. On y trouve notamment 1600 orgues d'église. Et en fait, une portion conséquente de ces notices est constituée d'objets et d'œuvres qui sont conservées dans les églises catholiques. Ce qui justifie totalement l'idée selon laquelle, ce n'est pas une idée qui est de moi d'ailleurs, l'idée selon laquelle les églises sont le plus grand musée de France. Si on s'intéresse en particulier au patrimoine religieux catholique, qui est évidemment le plus important pour notre pays, eh bien, en 2016, la CEF, donc la Conférence des évêques de France, recensait 40 307 églises et chapelles qui appartenaient à des communes en vertu de la loi de 1905 et 1951 édifices appartenant au diocèse qui correspondent par conséquent aux églises, chapelles, cathédrales qui ont été construites après 1905. Si on regarde ailleurs et qu'on s'intéresse par exemple à l'Observatoire du patrimoine religieux, donc ce dernier indiquait en mai 2018 61 920 édifices religieux et précisait en janvier 2019 que 51 000 édifices étaient voués soit au culte catholique, soit avaient une origine catholique. Il y a énormément de sites qui donnent des informations sur le patrimoine catholique. Vous avez également Clocher de France, qui en donne un peu plus. 59 517 édifices répartis dans 34 762 communes au 4 janvier 2019. Bon, le patrimoine religieux catholique en France est énorme. Vous allez y trouver des cathédrales, les églises, mais aussi les abbatiales et de façon générale toutes les chapelles d'institutions. Pensez par exemple aux chapelles d'hôpitaux, donc parfois ce sont des édifices vraiment remarquables. Je pense par exemple à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris. C'est pratiquement une église en réalité. Vous avez les chapelles des séminaires, donc par exemple celle du grand séminaire de Nantes, est tout à fait remarquable et a des proportions véritablement, non pas gigantesques, mais voilà, assez colossales. Et vous avez également des chapelles dans les prisons, vous en avez dans les pensions, et puis vous en avez dans les casernes. Voilà, donc il y a également tout ce patrimoine-là auquel on ne pense pas forcément. Et puis enfin, vous avez les chapelles castrales ou privées. Donc ce patrimoine est particulièrement menacé, et pas seulement dans les franges les plus modestes, puisque récemment, on a pu lire des articles alarmants sur l'état d'une cathédrale, la cathédrale de Carpentras. Donc dans un article du 27 septembre 2022 de la Gazette du Patrimoine,
on lit un portrait alarmant sur cet édifice majeur du XVIe siècle qui appartient à la mairie et qui est pourtant classé monument historique. Voilà. Pour ce qui a trait, intéressons-nous maintenant un petit peu au musée. Donc vous avez pour cela la base Joconde, créée en 1975, qui est un catalogue collectif des collections des musées qui bénéficie du label Musée de France. La base Joconde compte pas moins de 646 458 notices d'œuvres. Ce nombre ne rend pas compte du tout de la réalité puisque la base est incomplète et a une dominante très marquée pour les beaux-arts. À présent, je souhaiterais qu'on s'arrête sur les bibliothèques et les centres d'archives. Donc pour cela, on peut avoir recours au CCFR, c'est-à-dire le catalogue collectif de France, qui est publié par la BNF, Bibliothèque nationale de France. Le CCFR localise 40 millions de documents dans 5100 bibliothèques et centres de documentation, principalement en France, et il a été créé à la fin des années 90. Vous avez également le SIAF, le Service interministériel des archives de France, qui est un peu le grand conservateur de la mémoire de notre pays. Donc son rôle est de définir, coordonner et d'évaluer l'action de l'État en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles dans le cadre des orientations du comité interministériel aux archives de France. Bon, c'est un peu compliqué. Pour faire simple, disons que le SIAF est un réseau interministériel qui rassemble des centres d'archives à plusieurs niveaux. Tout d'abord, 3 services à compétence nationale, les archives du monde du travail, les archives nationales de l'outre-mer et les archives nationales, qui comptaient en 2019, écoutez bien, 370 km linéaires pour le volume des fonds. C'est absolument colossal. Pour vous donner une idée, 1 mètre linéaire, c'est l'ensemble des documents placés côte à côte sur 1 mètre de rayonnage. Ça fait environ 5000 feuilles. Par conséquent, 370 km linéaires, ça font environ 1,9 milliard de documents. Vous avez également 17 services d'archives régionales, 120 services d'archives départementales et 700 services d'archives municipales. Mais les communes sont propriétaires de leurs archives. Vous avez par ailleurs certains ministères qui ont des services d'archives propres. C'est le cas du ministère des Armées, par exemple, qui a donc ses archives au service historique de la Défense, au fort de Vincennes. Et vous avez également une antenne à Rochefort, une antenne du SHD à Rochefort, donc, où on va retrouver pour le coup les archives de la Marine. Et le ministère des Affaires étrangères et européennes, je crois, les noms ne cessent de s'allonger, a également son propre service. En ce qui concerne les collections naturalistes des musées de France, elles ont une base dédiée qui s'appelle Récolnat. C'est une infrastructure de recherche dirigée par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui alimente notamment une base de données. Sur cette base de données, on retrouve plus de 10 800 000 spécimens. C'est absolument fabuleux. Donc, le patrimoine en France est du ressort d'un organe institutionnel rattaché au ministère de la Culture, qui s'appelle la DGPAT, c'est-à-dire la Direction Générale des Patrimoines. Elle a été créée le 13 janvier 2010, elle a changé de nom par la fusion de 3 services, la Direction des Musées de France, la Direction des Archives de France et la Direction de l'Architecture et du Patrimoine. Alors le directeur général des patrimoines actuel est Jean-François Hébert depuis le 8 mars 2021. Jean-François Hébert était auparavant président de l'établissement public du château de Fontainebleau. C'est un ancien énarque et qui a également fait Sciences Po. Voilà. Donc ça n'est pas un universitaire et ça n'est pas non plus un conservateur du patrimoine. Bon. Si je fais une petite digression, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur le patrimoine naturel, eh bien, sa protection n'est pas du ressort de la DGPAT, mais d'un service déconcentré du ministère de la Transition écologique, c'est-à-dire la DREAL. C'est donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
En région Pays de la Loire, il y a 230 sites naturels inscrits ou classés par l'Adréal. Et le site du Val-de-Loire, qui est plus vaste, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La DGPAT a 5 missions: protéger et conserver le patrimoine, ça paraît évident; assurer un contrôle réglementaire et technique strict, c'est très important; une politique de valorisation ouverte sur toutes les richesses artistiques et sur tous les publics. Là, on commence à rentrer doucement dans l'idéologie. La DGPAT doit également rendre les territoires attractifs grâce à la création et à la qualité architecturale. Bon, c'est assez indigent comme formulation, mais c'est une mission importante. Et enfin, opérer une tutelle resserrée sur le réseau déconcentré et les opérateurs de la direction. Donc là, on ne comprend plus rien. Cela veut dire tout simplement que la DGPAT doit exercer une tutelle stratégique, administrative et financière sur les grands établissements publics, comme le Louvre, sachant qu'en fait, quand on regarde un petit peu les choses, on se rend compte que le Louvre fonctionne de façon quasi indépendante. Et c'est assez normal en réalité, parce que dans la mesure où l'État finance moins les grands musées, eh bien, les grands musées développent leurs propres sources de revenus et il est ensuite beaucoup plus difficile d'accepter une tutelle administrative. Enfin, j'en arrête là, la DGPAT assure la coordination avec les ministères concernés par les politiques patrimoniales. Donc c'est le cas du ministère de la Transition écologique, de l'énergie et du développement durable, et de la mer, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Justice et des Libertés, du ministère des Armées et enfin du ministère des Affaires étrangères et européennes. Bon, vous avez eu le portrait impressionniste sur le patrimoine. Je vous ai parlé de la DGPAT. Maintenant, je voudrais vous parler du budget qui est alloué au patrimoine. Et je vais m'arrêter sur le budget 2022. Donc, vous savez que chaque année, vous avez une loi finance qui permet en fait de connaître le budget qui va être alloué à tel ou tel ministère. C'est assez précis, donc on peut savoir exactement quels montants vont être alloués, par exemple, à l'entretien du patrimoine, par exemple. Alors, il faut savoir quand même que les montants qui sont annoncés au début de l'année doivent toujours être comparés aux crédits de paiement de la fin de l'année. Parce qu'en fait, seuls les crédits de paiement font état des dépenses réelles. Alors, si on prend le budget 2022 du ministère de la Culture, on constate une augmentation de 0,7% par rapport à 2021 pour le patrimoine, pour les patrimoines, soit 1 milliard et 19 millions d'euros, alors que le budget global de la culture augmente lui de 7,5% par rapport à 2021, ce qui ne constitue pas une véritable augmentation, mais va permettre de pallier à l'inflation. Et une augmentation de 0,7% pour le patrimoine, ça veut dire très concrètement une baisse des crédits. Alors dans le détail, je vais vous donner les autorisations d'engagement pour 2022. Vous avez compris, par contre, autorisation d'engagement, c'est les montants annoncés. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les crédits de paiement. Mais comme on n'est pas encore à la fin de l'année, les crédits de paiement ne sont pas encore connus parfaitement. Donc pour les monuments historiques et le patrimoine monumental, 449 millions, presque 450 millions en réalité. Pour l'architecture, les espaces protégés, 35 millions. Pour le patrimoine des musées de France, presque 369 millions. Sachant que ces 369 millions concernent des centaines de musées, donc bon, c'est assez dérisoire. Le patrimoine archivistique, là, on rentre dans le grand n'importe quoi, 26 millions. 26 millions, c'est très inférieur aux autorisations d'engagement de 2021 qui étaient supérieures à 39 millions. Et puis ensuite, bien évidemment, les musées de France doivent augmenter leur collection. Donc, il faut des crédits pour l'acquisition et l'enrichissement des collections publiques. Et en France, en 2022, ce budget est de 9 780 000 euros. Le même qu'en 2021. C'est vraiment pas beaucoup. Avec ça, vous pouvez vous acheter 3 cm² du Salvator Mundi, par exemple. Je vous donne un exemple. Donc, on ne va pas pouvoir beaucoup enrichir nos collections. Vous me direz, elles sont déjà très riches, mais bon. Et enfin, le patrimoine archéologique, 145 millions et 680 000 euros. Il y a aussi l'histoire du fameux plan de relance de 100 milliards du gouvernement, dans lequel 614 millions ont été distraits généreusement pour être engagés pour le patrimoine et l'architecture.
En 2021, on avait eu 345 millions. En 2022, du coup, 227 millions sont prévus. Alors, on pourrait penser que ce montant exceptionnel de 614 millions du plan de relance est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'il y a des solutions très simples que le gouvernement pourrait mettre en place pour avoir chaque année un super loto du patrimoine qui permettrait de lever à peu près ça, 600 millions d'euros. Pour ça, il suffirait d'augmenter de quelques centimes les taxes de séjour et mettre en place une taxe inférieure à 2% sur les mises de la Française des Jeux. Avec ça, comme je l'ai dit, vous avez un super loto du patrimoine permanent. En outre, loin de moi l'idée de critiquer notre cher président, mais on peut quand même remarquer que le plan de relance favorise à l'excès le projet présidentiel de la Cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, avec 100 millions d'euros, alors que seuls 30 millions sont dévolus à l'investissement dans les équipements patrimoniaux territoriaux. Musées, archéologie, archives, c'est pas beaucoup. Bon, pour terminer, j'aimerais vous dresser une rapide cartographie des acteurs et des ennemis du patrimoine. Dans cette dernière partie, vous allez voir, il y a une volonté affichée de ma part, une volonté pamphlétaire, bon, et un peu outrancière. Donc les maux du patrimoine, quels sont-ils? Vous avez d'abord l'ignorance et l'incompétence, avec la perte d'éléments patrimoniaux sur des chantiers. Bon, évidemment c'est très regrettable, mais ça n'est pas spécifique à l'époque. Quand on intervient sur un bâtiment ancien, même quand il est protégé au titre des monuments historiques, il n'est pas rare qu'il y ait des pertes d'éléments patrimoniaux, des destructions, des dénaturations, et évidemment le spectre, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de tous ces chantiers, c'est bien entendu les incendies. Vous avez aussi par contre le vandalisme idéologique qui est propre aux périodes de crise. Je pense notamment à des destructions d'églises, mais aussi à la restitution d'œuvres à nos anciennes colonies africaines. Ce sont les fameuses restitutions qui ont eu lieu récemment à partir d'œuvres conservées au Quai Branly, 26 œuvres qui ont été d'ailleurs envoyées, expédiées au Bénin, dans un mépris total des lois, ce qui dénote notamment une forme aberrante pour moi d'ethnomasochisme. Car ces restitutions sont faites au nom d'une étrange repentance. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces collections publiques n'appartiennent pas au pouvoir, à l'exécutif. Il n'appartient pas à l'exécutif d'en disposer, elles sont la propriété du peuple français. Et en prélevant des œuvres au Quai Branly pour les envoyer au Bénin, la présidence a outrepassé son droit. Et a surtout, et c'est ça le plus grave, a lésé le peuple français. Vous avez également la spéculation financière, à nouveau ça n'est pas propre à l'époque, avec la destruction et la dénaturation de sites entiers. Vous avez l'incurie et le désintérêt des pouvoirs publics qui se désengagent de leurs responsabilités, en particulier au sommet de l'État. Le manque de moyens dont je vous ai suffisamment parlé. Les technologies inutiles et polluantes comme les éoliennes qui ravagent nos forêts. Je pense, moi qui suis breton évidemment, je pense tout de suite à la forêt de Lannion et à nos littoraux. À nouveau, en tant que breton, notre province n'est vraiment pas épargnée. Puisque vous savez que le gouvernement a ce projet un peu fou de construire des parcs éoliens offshore un peu partout, ce qui va contribuer tout simplement à détruire visuellement nos côtes qui sont parmi les plus belles du monde. Donc sans surprise, qui sont les responsables de ces menaces? Eh bien vous avez l'État français, et en particulier certains ministères, je pense par exemple à Bercy, qui lutte chaque année pour supprimer les quelques leviers fiscaux qui permettent de compléter le budget famélique du patrimoine. Vous avez certaines parties de grandes institutions, alors là je suis très prudent en disant cela, parce qu'évidemment ça n'est pas vrai partout et tout le temps, mais il faut quand même remarquer que l'Église de France entretient assez mal son patrimoine, même quand elle est affectataire, c'est-à-dire même quand elle n'a pas la propriété du lieu, puisque l'État se l'est arrogé, mais que, étant tout de même affectataire du lieu, elle a un poids évidemment dans les décisions qui sont prises. Donc je pense par exemple au projet aberrant
du diocèse de Paris qui voulait dénaturer l'intérieur de Notre-Dame pour mettre cette vénérable dame au goût du jour. A priori, étant donné les événements qui ont eu lieu au sein du diocèse, il est possible que ce projet ne voit pas le jour. En tout cas, à ma connaissance, il est actuellement suspendu. Vous avez également des grandes institutions. Je pense notamment à la chapelle Saint-Joseph de Lille, qui était du ressort de la Catho de Lille et qui a été détruite en dépit de tous les recours et en dépit du travail remarquable qu'a réalisé notamment l'association Urgence Patrimoine. Vous avez certains promoteurs immobiliers qui détruisent l'ancien pour faire du neuf, un neuf évidemment laid, uniforme et promis à une rapide obsolescence. Sachant quand même que sur les promoteurs, vous en avez certains dont le métier n'est pas de détruire, mais de réhabiliter. Donc, il faut quand même signaler cela. Il y a des promoteurs qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine. Vous avez ensuite certaines collectivités territoriales parce que oui, il y a des maires de petites communes qui se battent pour sauver leur patrimoine et il y en a d'autres qui soit s'en désintéressent complètement, soit sont prêts à saisir une occasion pour pouvoir le détruire, tout simplement. Vous avez également certains préfets parce qu'en fait, dans les faits, le vrai patron de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ça n'est pas la DGPAT, c'est le préfet de région. Vous avez certains architectes, pas tous, évidemment. Donc ça peut être des architectes qui sont diplômés d'État mais qui n'ont pas forcément de connaissances sur le patrimoine. Donc là, on est plutôt dans le cadre d'erreur, ça se voit. Et puis parfois, vous avez carrément des architectes en chef des monuments historiques qui, sur certains chantiers, commettent des aberrations. Voilà, il n'y a pas de mots pour le dire autrement. Des aberrations au mépris de la législation en vigueur. Vous avez des exemples en Loire-Atlantique, hein, je pense notamment à ce qui a été fait au château d'Ancenis. Voilà. Ensuite, vous avez l'école au sens large qui n'apprend plus rien, ni l'histoire de France, ni donc l'amour et le respect de son patrimoine, puisque cela va ensemble, et encore moins l'histoire de l'art. C'est vrai que la France est très mauvaise en histoire de l'art comparée à d'autres pays comme l'Italie. Mais enfin, vous n'avez pas que des menaces, vous avez aussi des chevaliers blancs, des protecteurs du patrimoine, avec, dans le privé, des personnalités hors normes qu'il faut saluer. Je pense à Stéphane Bern, je pense à Didier Rickner de la Tribune de l'Art, je pense aussi à Alexandre Gady, qui a plusieurs casquettes, puisqu'Alexandre Gady, qui a été mon professeur, est donc un universitaire reconnu, mais c'est également quelqu'un qui est très investi, ou qui a été très investi en tout cas, dans le monde associatif, puisqu'il a dirigé la SPEF. Et il va prochainement, vous le savez peut-être, prendre la direction du musée du Grand Siècle, qui est une création tout à fait extraordinaire. Ça promet d'être un musée remarquable qui manquait à la France et qui va faire beaucoup de bien dans un contexte où malheureusement les musées français sont de plus en plus perméables à l'idéologie dominante qui se marque notamment par une réécriture un peu délirante de notre histoire et à nouveau par une forme de détestation de notre histoire et de notre patrimoine, ce qui est évidemment regrettable. Vous avez également des universitaires respectables et respectés, je pense à Claude Mignot et à Pérouse de Monclos, qui ont beaucoup fait pour l'histoire de l'architecture. Et enfin, vous avez de très rares, et j'insiste sur le très rare, personnalités politiques. Il m'en vient une à l'esprit, évidemment c'est pas la seule, qui a été particulièrement active dans le domaine de la mémoire et du patrimoine immatériel. C'est bien entendu Philippe de Villiers, qui, je crois, a enfin c'est certain même, un profond amour pour la France et pour son histoire. Vous avez également des associations de défense et de protection du patrimoine, dont je vous ai déjà parlé de la SPEF, qui est une des plus anciennes. Vous avez également Urgence Patrimoine, qui est certainement l'une des plus militantes. Vous avez également SOS Calvaire,
Et puis ensuite, vous avez des associations qui sont peut-être moins actives dans certains domaines, mais qui ont l'intérêt de promouvoir et de permettre à un certain mode de vie d'être préservé. Hein, je pense notamment à la demeure historique ou au VMF. Et ensuite, vous avez des fondations, avec bien entendu la plus connue, la Fondation du patrimoine. Alors, au sein de l'administration et des professions spécialisées, on a également des défenseurs du patrimoine. Bon, si en général, les plus hauts fonctionnaires du ministère de la Culture sont des énarques qui n'ont pas de compétences particulières en termes de patrimoine, il existe dans les cadres intermédiaires, qui sont les véritables experts, des gens qui sont tout à fait remarquables et qui vivent leur profession comme un sacerdoce. Alors je pense aux architectes des bâtiments de France, dans les UDAP, aux conservateurs du patrimoine, quelle que soit leur spécialité, quand ils n'ont pas été lobotomisés, aux restaurateurs du patrimoine, d'ailleurs on devrait dire restauratrice car je crois n'avoir jamais rencontré de restaurateur du patrimoine, je pense que c'est une profession qui est quasiment entièrement féminisée. Voilà, pas de jugement de valeur. Et vous avez certains professeurs d'université, comme je vous l'ai déjà dit. Et enfin, il y a les entreprises et l'opinion, qui peut parfois être extrait de sa torpeur habituelle. À mon avis, ces deux derniers ressorts, donc le monde de l'entreprise et l'opinion publique, vont être amenés à jouer un rôle de plus en plus important dans la protection du patrimoine. Parce que le désengagement de l'État va laisser un vide énorme. Et si on veut préserver notre patrimoine, il va falloir qu'on s'en empare, tout simplement, dans le sens où il va falloir arrêter de compter sur l'État et agir concrètement pour sauver ce qui est autour de nous. Donc là, on est vraiment dans une idée d'enracinement local, c'est-à-dire pensez par exemple à, je ne sais pas moi, l'association de défense de l'église du coin. Eh ben je pense que c'est le modèle à venir. Depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on avait un modèle très jacobin, très centralisé, où l'État avait donc, comme je vous l'ai dit, pris à sa charge le patrimoine. Désormais, c'est de moins en moins le cas. Et par conséquent, on va peut-être être amené vers un modèle davantage anglo-saxon. Vous savez qu'en Angleterre, on ne peut pas vraiment parler d'un ministère de la Culture. Vous avez le National Trust, qui n'est pas un organisme public à proprement parler, bien qu'il ait évidemment des liens avec l'État, et qui fait peu ou prou le travail de la DGPAT. Voilà, eh bien, c'était tout pour cette présentation. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je reviens vers vous rapidement avec un autre sujet. Merci beaucoup.